Est-il trop tard pour investir en Turquie? Je vais répondre précisément à cette question dans cette vidéo. Comme tu le sais, j'avais fait une petite série de vidéos pour analyser de manière pragmatique et de manière concrète et à notre échelle, à nous, pas dans l'abstrait de l'économie, la macroéconomie, des grandes institutions, mais non, en tant qu'investisseurs, nous, particuliers, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir exploiter des opportunités qui se présentent à nous? Eh bien, je vais t'en parler. Ça, c'est très important de commencer par ce sujet-là, parce que je t'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, de distinguer les théoriciens de l'économie, les économistes de bureau qui vous parlent de grands concepts économiques qui ne sont pas concrètement exploitables pour nous à notre niveau, et en opposition, les investisseurs, les entrepreneurs à notre niveau qui vont chercher à trouver des opportunités. Et ça, c'est très important. Regardez, la monnaie, elle est passée, la Turkish Lira, elle a fortement dévalué. Pour 1 euro, elle est passée jusqu'à 20 Turkish Lira. Donc, elle a vraiment perdu beaucoup de valeur. Okay, ça veut dire que nous, en tant que détenteurs de l'euro, on avait la possibilité d'avoir beaucoup de Turkish Lira. Très bien. Et puis, ensuite, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, c'est repassé, la Turkish Lira a repris un petit peu d'énergie, de force, et c'est repassé à 14. Donc elle est remontée, contrairement à ce que beaucoup me disent. Elle n'a pas baissé à ce moment-là, elle est remontée, puisque on est passé maintenant, actuellement, au moment où j'enregistre la vidéo, ça va probablement changer, à 1 euro pour 14 Turkish Lira, plutôt que 20 Turkish Lira quelques jours avant. Ok ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les économistes de bureau, alors là, ils sont dans des analyses. L'inflation, c'est catastrophique pour le pays, c'est très mauvais pour l'économie, donc il ne faut pas investir, ça fait fuir les investisseurs, et les importations vont être trop chères, et ainsi de suite. Et pour arriver à la conclusion, oui, il faut augmenter les taux directeurs. Mais les taux directeurs, mon ami, ça fait des années on sait très bien que les taux directeurs ont un impact sur l'inflation, mais il y a une stratégie derrière d'Erdogan. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? On ne sait pas. Mais il y a une stratégie, c'est justement non pas d'augmenter les taux directeurs, mais c'est même de les baisser. De les baisser pour jouer sur d'autres leviers, faire en sorte d'augmenter la production, de baisser le chômage, d'augmenter les exportations, ainsi de suite. On en a parlé, effectivement, les exportations, il y a eu un record d'exportation cette année. On part sur cette année, en année Covid 2021, sur un taux de croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire que ça va passer les 10%, ce qui est énorme, énormissime, et des réformes qui ont augmenté le SMIC, ainsi de suite. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la monnaie, elle a repris de l'énergie, elle est repassée à 14 sans toucher au taux directeur. Et ça, il n'y a aucun économiste qui, si vous regardez les vidéos, qui l'avait prédit. Donc c'est pour ça que cette analyse économique abstraite qui nous dépasse ne va pas nous servir pour profiter des opportunités, parce que c'est du blabla. Et même quand il y a une solution, Erdogan, il a démontré que en faisant des réformes, il pouvait, sans toucher le taux directeur, il pouvait faire remonter la Turkish Lira. Mais lui, il a une stratégie sur du long terme. Alors tu pourrais te dire, ok, mais attends, c'est bien gentil, mais il y a 2 ans, tu avais 1 euro pour 6 Turkish Lira, ok, c'est passé à 14, mais on reste encore très loin. Certes, c'est vrai, parce que la stratégie, elle est sur du long terme. Il essaie de voir sur du long terme comment il peut, sans toucher les taux directeurs, avoir un impact sur sa production, encore une fois, sur les exportations, sur le chômage, et ainsi de suite. Okay, est-ce que cette stratégie elle va fonctionner? On va voir. Mais là, il a démontré en tout cas à tout le monde qu'il pouvait avoir un impact sur sa monnaie sans toucher le taux directeur. Et ça, personne ne l'avait vu venir. En revanche, nous, en tant qu'entrepreneurs et investisseurs, du concret, pas du blabla économique pour impressionner en soirée ou pour faire l'intelligent, parce que voilà, on dit voilà, donc là l'inflation va faire augmenter faire baisser les importations et blablabla, blablabla. Ça, à notre niveau, ça change quoi? Quel est l'impact à notre niveau? Est-ce que ça va avoir un impact sur notre portefeuille, sur notre capital, sur nos investissements? Non, c'est bien de comprendre ces concepts-là, mais de débattre indéfiniment sur ces sujets-là, c'est complètement stérile. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, ok, il y a une situation, comment je peux, moi, en profiter à mon niveau avec mon capital? Et moi, je vous disais, voilà, la monnaie,
elle a fortement dévalué, alors qu'il s'agit d'un pays avec des fondements, une solidité économique. Certes, qui passe une crise, tout à fait d'accord, indiscutable, passe cette crise, mais ça ne change pas les fondements et les bases solides économiques de ce pays. Ça juste nous indique, tiens, tu as un pays où il y a une solidité économique, où il y a vraiment des bases, ok, qui est en train de passer une crise, et donc du coup, sa valeur, tu as une remise dessus, tu as un discount. Est-ce que tu vas en profiter ou pas? Ou est-ce que tu vas blablater sur des concepts économiques que tu ne maîtrises pas et qui sont au-dessus, et que lorsque même il y a une solution qui se met en place, tu ne l'as pas vu arriver, tu vois? Moi, je suis de l'autre côté. Je suis du côté de l'entrepreneur, investisseur. Je regarde quelles sont ces opportunités. Et j'ai profité de la monnaie pour 1 euro à 15. J'ai profité lorsque la monnaie 1 euro pour 18,19. Pourquoi? Parce que je suis dans du concret. Je ne suis pas dans de la discussion de comptoir. Donc ça, c'est très important. Deuxième point qui est important, c'est de distinguer l'analyse macroéconomique et l'analyse microéconomique. Ça va dans le sens de ce que je viens de dire juste avant entre les analystes théoriciens de bureau et les investisseurs entrepreneurs. Il faut distinguer les deux choses. Pourquoi? Parce que l'analyse macroéconomique va te dire que voilà, il y a une situation d'inflation qui a un impact sur les importations, ainsi de suite, et donc du coup sur la confiance, ainsi de suite. Ok, très bien. Ce qui fait fuir, on va te dire, ce qui fait fuir par exemple les investisseurs, par exemple, comme le président ne veut pas augmenter les taux directeurs, donc du coup, c'est pas assez rémunérateur. Les investisseurs, ils vont pas vouloir laisser leur argent en Turkish Lira parce que le taux d'intérêt n'est pas assez intéressant pour eux, ainsi de suite. Tout ça, c'est très bien. Tout ça, c'est vrai. Il n'y a pas de souci avec tout ça. Et effectivement, la situation économique, elle est compliquée. Mais ça nous dépasse. Toi, est-ce que tu es un gros investisseur? Est-ce que tu es une institution? Non. Donc, c'est pour ça que c'est très important de distinguer la macroéconomie, ok, qu'il faut la comprendre, mais rentrer dans le détail et débattre et aller dans des polémiques stériles, ça ne va pas changer ta situation. Nous, ce qu'on veut, on veut du concret. On veut des informations, des conclusions qui est ok, tu m'as fait une analyse très bien, mais moi, à mon niveau, comment mon portefeuille il monte? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu me dis, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les opportunités à saisir? Parce que si c'est pour que brasser du vent, c'est pas mon niveau, c'est pas à mon échelle. Ok, moi, mon échelle, c'est microéconomique. C'est plus petit, je suis un petit porteur, je suis un petit particulier. Ok, comment avec cette situation, je peux en profiter. Et ça, c'est très important de distinguer la macroéconomie, encore une fois, pour les analystes de bureau, et la microéconomie, petite échelle, où sont les opportunités pour que je puisse en profiter, pour que moi, eh bien, j'augmente mon portefeuille. Et on arrive au troisième point, qui est très important, c'est qui dit crise, dit opportunité. Okay, ça, c'est très très important parce que tu peux dire, ok, c'est très bien, la situation économique en Turquie avec une crise monétaire, elle est claire, et toi, tu nous parles d'opportunités. Comment tu arrives à combiner les deux? Chaque fois qu'il dit crise, dit opportunité. Et je vais t'illustrer justement ce que je viens de te dire sur la macroéconomie et la microéconomie qu'il faut distinguer par un exemple concret. Prends le Covid. Si je te dis le Covid, qu'est-ce que économiquement ça t'inspire? Quelles sont les conclusions? D'un point de vue macroéconomique, tu vas me dire, c'est une catastrophe. Arrêt des usines, arrêt de l'économie, augmentation du chômage, inflation, augmentation des prix, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on peut continuer effectivement, problématique de stock, de matières premières qui ont explosé, et ainsi de suite. Pas de souci. D'un point de vue macroéconomique, la situation, elle est très claire. Ok. Mais d'un point de vue micro, d'un point de vue à mon échelle, c'est-à-dire comment moi je peux en profiter. L'analyste de bureau, il te dit non, la situation elle est catastrophique, circuler, il n'y a plus rien à voir. Or, l'entrepreneur investisseur, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit attends. Covid dit confinement, télétravail. Confinement, télétravail, ça signifie que les gens vont rester chez eux, donc ils vont continuer à consommer. Comme ils vont continuer à consommer depuis chez eux, il y a une forte probabilité qu'effectivement les boutiques en physique vont souffrir, arrêt de l'économie, tout ce qu'on vient de dire d'un point de vue macroéconomique, mais le e-commerce, ceux qui sont chez eux, ils vont exploser. Ça va exploser parce que forcément, tout l'argent qui était
dans les business physiques vont être transférés dans le e-commerce. Pas tout, mais une grosse partie. Ok? Et effectivement, on le sait tous aujourd'hui que le e-commerce a explosé durant le Covid. Tu vois comment une crise, comment tu fais une analyse juste macroéconomique et que tu restes dans des concepts, tu vois, économiques à haut niveau, qui sont importants encore une fois de connaître, et tu t'arrêtes là, mais toi dans ta vie ça va rien changer du tout si tu t'arrêtes là. Toi, il faut que tu réfléchisses, tu dises ok, il y a une situation, il y a une crise même si tu veux, mais il y a toujours des opportunités. Et c'est ça que nous, ce qui nous intéresse. C'est vers ça qu'on doit aller, pas rester que dans du blabla abstrait. Et effectivement, Covid, catastrophe économique, mais opportunité, tu vois, sur l'e-commerce. Les restaurants ont énormément souffert. C'est vrai, les gros restaurants, ils ont souffert. Mais les petites boutiques qui faisaient de l'emporter, elles ont cartonné, elles ont explosé. Là où tu as une crise, tu as toujours des opportunités. Et là, c'est là où je vais revenir concernant la Turquie. La situation économique en Turquie, elle est claire. Effectivement, il y a une direction, il y a une stratégie que Erdogan est en train de donner à son pays qui va à contre-courant de tout ce qui se dit et de tout ce qui se fait partout dans le monde, avec l'augmentation notamment des taux directeurs. Il a viré des directeurs de banque centrale, des ministres de l'économie, des adjoints des ministres d'économie qui n'allaient pas dans ce sens. Est-ce que sa stratégie, elle est bonne, elle est mauvaise? Moi, je pense qu'elle est très intéressante, mais je ne me prononce pas, on verra par la suite. Parce qu'on est sur de la macroéconomie. Moi, ce qui m'intéresse, là où je me focus, c'est qu'est-ce que je peux, l'opportunité, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est et où est-ce que je peux en profiter? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et c'est pas d'être dans du vent. Ok? Donc, on va voir ce que ça va donner. Et la situation, donc, je te disais, économique en Turquie, elle est claire. Inflation, ainsi de suite. Mais, à côté de ça, on sait que ce pays, économiquement, ce que je te disais précédemment, est solide. Tourisme important, exportation record, taux de croissance à 2 chiffres pour cette année Covid, faible endettement. Quand tu prends l'endettement de la Turquie par rapport à son PIB, il est faible, comparé notamment aux pays européens. Donc, tu as des bases solides. Tu as des bases solides qui est en train donc de passer une crise monétaire, en l'occurrence, qui fait que sa monnaie a énormément dévalué. Et là, il y a une opportunité. Pourquoi? Parce que moi, j'ai de l'euro, et tu en as probablement également, tu vois. Quand tu le changes, ça te fait beaucoup de Turkish Lira, et tu peux investir, notamment, moi c'est mon cas, c'est pour ça que je t'en parle, dans l'immobilier. J'investis dans l'immobilier parce que je pense que sur du long terme, cette situation n'est que épisodique, la situation de la crise monétaire ne va durer qu'un certain moment, et arriver à une période, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, ça repartira. Ça repartira parce qu'il y a des fondements solides économiquement dans ce pays. Et là, à ce moment-là, moi, je suis rentré au bon moment, et peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça prendra un peu de temps, ça redécollera, et là, j'aurai fait un investissement très rentable. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à insister sur ça, d'être focus sur les opportunités. Maintenant, est-ce que, pour répondre à la question initiale, il est trop tard ou pas pour investir? Ce que j'ai compris de la stratégie d'Erdogan, c'est qu'on va partir jusqu'en 2023. D'ailleurs, c'est la date des réélections. Donc ça veut dire que 2022, ça va être une année charnière, et ça va être une année qui sera dans la continuité de ce qu'on a vu en 2021, c'est-à-dire avec, a priori, une monnaie qui sera encore pas forte pour 2022. Elle ne sera pas forte. Elle ne dépassera pas les 20. 20, je pense que c'est la barrière qu'ils se sont donnée, mais elle oscillera, à mon sens, selon moi, peut-être que je me trompe, entre 10 et 15. Donc 2022 restera une année encore intéressante pour investir. Par contre, arrivé 2023, 2024, plus on va avancer vers ces années-là, probablement que ensuite la monnaie reviendra vers son cours normal, entre guillemets. Ok? Donc voilà, pour répondre à cette question. Pour conclure, ce qu'il faut que tu gardes bien en tête, c'est qu'il faut absolument distinguer l'analyse, encore une fois, théorique, l'analyse
macroéconomique, l'analyse qui est au-dessus de toi, qui concerne surtout les grosses institutions, les gros investisseurs, ainsi de suite, et ta situation personnelle. Tu dois rester focus, et c'est l'objet de cette chaîne, sur ton portefeuille, sur ton capital, ton patrimoine. Il y a une situation économique, c'est bien, je dois pas être dans une logique de je veux faire l'intéressant, je veux paraître intéressant dans les soirées ou montrer que j'ai compris des concepts économiques, alors qu'en réalité, voilà, on a vu la démonstration, Erdogan a balancé des réformes, la monnaie elle a bougé, personne ne l'a vu venir. Okay, donc tout ça, ça ne te fera pas bouger, ça ne te fera pas augmenter ton capital, ton patrimoine. Donc oui, il faut comprendre, mais s'arrêter là et ne pas aller dans des discussions, du bavardage stérile et se concentrer, focus sur les opportunités. Quelles sont les opportunités lesquelles je peux exploiter et sur lesquelles je dois me concentrer. C'est ça qui est important. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te partager à travers cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu veux du concret, si tu veux savoir comment exploiter des opportunités, ici on en parle. Par contre, pour tout ce qui est blabla abstrait, nous on évite. Je te dis à bientôt, Business Kiff. Ciao, ciao.